Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire la présentation d'une nouvelle étape du Giro, l'étape numéro 15 de ce Giro. On n'a pas pu faire la présentation de l'étape numéro 14, je m'en excuse encore, à cause des soucis d'électricité mélangés à des soucis d'internet. C'est-à-dire que j'ai dû avoir entre 9h et 16h, et 15h30 on va dire, une bonne quinzaine de coupures d'électricité. Donc pour le matos informatique, là, j'ai décidé de pas l'allumer pendant un temps. Et puis ensuite, je m'étais dit, je vais peut-être quand même pouvoir voir les 15 derniers kilomètres de l'étape. Puis on se démerdera pour faire le débrief. Sauf que je n'avais absolument pas d'internet malgré un redémarrage de box. Il a fallu que j'attende quasiment 21h pour avoir de l'internet potable. Donc il y a eu les deux mélangés ensemble qui a fait que ça a fait un combo magistral. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. En passant des commentaires, j'ai pas répondu aux commentaires de la présentation de l'étape. Alors c'était l'étape 13. Vu que je pouvais pas accéder non plus à mon ordinateur. Puis je me suis dit à 21h, voilà, c'est fini, c'est trop tard. On fera. On va dire qu'on va tracer une ligne sur cette journée. Et j'étais énervé, mais il y a d'autres personnes qui ont eu une journée bien pire que la mienne, notamment Romain Bardet, ce jour-là. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne également. Quand vous abonnez à la chaîne, vous pouvez également ajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Je précise également que c'est la dernière vidéo que vous verrez dans une configuration traditionnelle pendant 15 jours. Vu que je ne serai pas chez moi, ça va être une configuration un peu plus route, c'est-à-dire qu'on sera avec un kit main libre au niveau du son. Je m'amuse pas à emmener mon micro partout, j'emmène déjà beaucoup de matériel là, pas chez moi, donc je me voyais pas partir avec le micro et tout le bordel. Donc voilà, c'était pour vous prévenir, mais il y aura toujours le même nombre de vidéos sur cette troisième semaine de Giro. On commence tout de suite par l'étape numéro 15, qui est donc la première étape qui va nous emmener sur cette dernière semaine. Première étape difficile. C'est pas la plus dure de toutes ces étapes, hein. Vous allez le voir, mais elle a déjà un petit... c'est déjà bien intéressant, avec notamment 4188 mètres de dénivelé positif. Mais je suis pas sûr qu'on ait une course entre leaders importante. J'ai peur qu'on attende un petit peu mardi pour avoir une course un peu plus débridée. Car le problème, c'est que la dernière montée n'est pas extrêmement difficile, la montée vers Cognier. Les deux autres, par contre, sont bien dures, mais la dernière montée n'est pas très difficile, donc j'ai peur qu'on n'ait pas une grosse bagarre entre les leaders. Du côté du profil, avant de passer au profil, on va regarder un petit peu en longueur cette étape, on va dire, donc entre Rivarolo, Canavezze et Cognier. Donc première étape de cette dernière semaine. Tout le monde l'a dit lors de la présentation de course. Dernière semaine très difficile. Grosso modo, il y avait l'étape du blockhouse qui était un peu à part, mais toutes les étapes vraiment difficiles vont être dans cette dernière semaine, sauf Trévise. C'est le Money Time, voilà, dans ce Giro, et ça va faire très mal. On va pas aller très haut en altitude, parce qu'il n'y a que le samedi où on sera au-dessus des 2000 mètres. Mais on a trouvé des pentes avec du dénivelé tout le temps. Faudra faire attention, notamment sur l'étape en Slovénie, où il y a une montée très dure. Il y aura de quoi faire pendant toute la semaine. Voilà, je pense que le chrono final... Pour la gagne, je suis pas sûr qu'il ait beaucoup d'intérêt. Je pense qu'on aura joué le général avant ce chrono final, mais on verra quand même. On regarde tout de suite le profil de l'étape. Donc 178 km entre Rivarolo, Canavezze et Cognier pour cette dernière étape de cette deuxième semaine. Les difficultés se concentrent sur les 90 derniers kilomètres après le sprint intermédiaire à Pologne. J'ai vérifié, j'ai le bon profil aujourd'hui, parce que ça fait aussi depuis 3-4 jours où soit j'ai pas les bons sprints intermédiaires, soit j'ai des profils qui sont au niveau des montées pas justes. Là, j'ai revérifié. Maintenant, je vais revérifier parce que je vais me méfier. En cas d'erreur, je prendrai le profil du Giro, même si je l'aime moins parce que des fois c'est pas toujours très précis. Mais cette année, la Flamme Rouge a fait des erreurs, ou Pro Cycling Stats ou la Flamme Rouge ont fait des erreurs sur certains profils. Donc Rivarolo, Canavezze, Cognier, 178 km. Donc début de journée assez calme.
jusqu'à Pauline au kilomètre 91 qui sera le pied de la première difficulté du jour. Avant, il n'y aura pas grand chose à se mettre sous la dent, il y aura quelques petites bosses, vous voyez, vers Saint-Vincent, Châtillon également. Mais ça ne sera pas très dur. Première côte du jour, la côte de Pilat-les-Fleurs, 12 km à 7% de moyenne côte de première catégorie. Au kilomètre 105,5 pour le sommet, c'est-à-dire à 73 km de l'arrivée à Cogny. Cette première côte du jour de Pilat-les-Fleurs, c'est dur et c'est assez irrégulier quand même, avec un pied à 5,1% et le kilomètre d'après on est à 9,1%, puis ensuite 6,7%, 7%, 6,3%, donc là on pourrait dire allez c'est à peu près régulier, sauf que les 2 kilomètres d'après sont à 9,4 et 9,8% de moyenne et 8,4 pour le kilomètre, entre le kilomètre 7 et le kilomètre 8. Puis ça redevient un peu plus simple entre le kilomètre 8 et le kilomètre 10, on va revenir à 7% de moyenne. Et 4% de moyenne pour les 2 derniers kilomètres. Donc vous voyez, c'est assez régulier. Mais ça va être une montée intéressante, Pilat-les-Fleurs, qui n'est pas forcément la plus connue. De toute façon, c'est pas une étape où on a des montées très connues, hein, entre Aprica et Cogné. J'ai un peu souffert pour trouver de quelle étape je parlerai lors de ma rubrique Histoire. On redescend. Au kilomètre 117 vers Gressan, on aura 5-6 km de vallée, on va dire, et puis ensuite on attaque la montée de Véronier, 13 km 3 à 7,4% de moyenne côte de première catégorie. Pour moi, c'est la côte la plus dure de la journée. Le sommet sort au kilomètre 137,5, c'est-à-dire à 40 km de l'arrivée quand même. La côte de Véronier, on la regarde tout de suite. Vous voyez, c'est dur au départ, hein, avec 6,9, 9,7, 7,2, 9,8 et 8,4 sur les 5 premiers kilomètres. À chaque fois, je parle du pourcentage par kilomètre. Un repas ensuite, puis on retape du 9%. Ensuite, 7,1%, 8,7%, 7,7 entre le kilomètre 9 et le kilomètre 10. Et puis après, un replat pour un dernier kilomètre, on va dire, un peu plus compliqué. C'est irrégulier, c'est assez long, c'est dur. Faudra faire attention, on monte quand même à 1600 mètres, alors c'est pas très haut, ça reste quand même une hauteur où parfois on peut avoir des soucis au niveau, sur les 2-3 derniers kilomètres, on peut peut-être avoir des soucis en termes de respiration, donc il faut faire attention de ne pas se mettre trop dans le rouge du côté de Véronier. Puis ensuite la descente pour rejoindre Saint-Pierre, on aura là encore 5 km de plaine avant de récupérer la montée de Cogné, montée de deuxième catégorie, 22 km 1 à 4,3% de moyenne, la montée de Cogné, qui n'est pas très difficile. Le passage le plus compliqué sera entre le kilomètre 3 et le kilomètre 4, j'ai envie de dire, sur cette première portion de montée, hein, sur ces 4 premiers kilomètres. Si on veut tenter de faire un écart, c'est là où il faut sortir. Mais le problème, c'est qu'ensuite, on a mis 22 km de montée, mais pour moi, c'est quand même beaucoup plus 13 km de montée, parce qu'après, c'est vraiment du faux plat montant. Faire attention, hein, du côté de Cogné, on aura un sprint intermédiaire à 4 km de l'arrivée. Donc, si un homme sort tout seul, il y aura un sprint intermédiaire au kilomètre 174 avant l'arrivée, au kilomètre 178 pour cette journée. Donc encore une fois, le parcours, me semble-t-il, n'est pas assez difficile en fin de journée pour réussir à faire la différence. Il faudra faire attention aux descentes qui sont un peu techniques avec des épingles. Voilà, toujours faire attention au niveau des épingles, de ne pas se rater au niveau des freinages et de ne pas trop être les mains sur les freins, parce qu'on peut avoir également des soucis au niveau des plaquettes. On va revenir sur le Giro 2019 avec l'étape numéro 14. À ce moment-là, on passait déjà par le Véronier. C'était la première fois sur le Giro où on passait par le Véronier comme cette année. On retrouve également le Colle San Carlo avant d'arriver à Courmayeur après 130 km de course. C'était l'étape la plus courte de ce Giro 2019. Dernier sommet à 25 km de l'arrivée, mais les 7-8 derniers kilomètres pour arriver à Courmayeur étaient en montée ce jour-là. La montée de Véronier qui était la deuxième montée de la journée. On avait la montée de Véraille, on passait par Aoste avant de prendre la montée du Véronier. Il y avait ensuite Truc d'Arbe, côte de deuxième catégorie, et le Colle San Carlo, donc, qui était la dernière montée du jour, côte de première catégorie, 10 km 5 à 9,7% de moyenne.
À ce moment-là, Jan Polanc est maillot rose. Il est en tête du classement général. La veille, on a eu une bagarre de déclaration dans la presse entre Roglic et Nibali, l'un reprochant à l'autre de ne pas assez rouler, de ne pas faire son job de leader, voilà, de courir. Enfin voilà, ça s'engueulait entre les deux favoris de la course, car à ce moment-là, quand on regarde la start list, eh bien Roglic et Nibali paraissent comme les favoris dans cette start list, surtout qu'on a déjà perdu un peu de monde, mais avec Landa également du côté de la Movistar, c'est sûr que ce sont les favoris de la course. On a également Hugh Carty, mais qui est encore un jeune coureur à l'époque notamment, donc ce sont vraiment les favoris de la course, avec également Zakharine, mais qui n'est plus incroyable. Zakharine notamment, et puis Dumoulin a abandonné très tôt ce Giro dès l'étape 5. Puis Bokeh Mollema, on sait que pour le général à l'époque c'est plus incroyable, donc c'est vraiment Roglic face à Nibali avec Miguel André Lopez, Jared Landa comme arbitre à ce moment-là, on le pense. La veille, donc on a cette bagarre de déclaration, et puis en début d'étape, on a une attaque surprise de Simon Yates qui décide d'animer la course. Simon Yates, on sait que Simon Yates est toujours un animateur. Il part avec Roglic et Carapaz. Ils sont rejoints par les principaux favoris dans un groupe de 27 coureurs. Il ne manque que Sepp Kuss, l'adjoint, on va dire, de Roglic, et Bob Jungels, le coureur de Quick-Step. Ensuite, Ciccone, le leader du classement de la montagne, décide de sortir. Il est rejoint par Damiano Caruso, coéquipier de Nibali chez Bahreïn, Pello Bilbao chez Astana, et puis après par Hugh Carty de F Education First. Derrière, le peloton se reforme et les 4 de tête sont rejoints par d'autres coureurs. On retrouve Christopher Juul Johnson, qu'on a vu à l'attaque sur ce Giro 2022, déjà l'attaque à l'époque, déjà chez Mitchelton Scott, qui est désormais Bike Exchange. On retrouve les duettistes d'Androni, Fausto Masnada et Mattia Cataneo. Et puis ensuite, on voit Andrei Amador, qui a été maillot rose du Giro, Lucas Hamilton, ou encore Ivan Sosa d'Ineos. L'écart ne sera jamais très important, avec au maximum 2 minutes 30. Derrière, les équipes des principaux favoris roulent, notamment autour de Roglic et autour de Nibali. Dans le Monte San Carlo, nous avons Ciccone qui s'isole avec Cataneo et Sosa, mais l'écart est déjà très faible avec les leaders du général. Le leader du classement du maillot Azzurro est trop fort et il se retrouve tout seul. Les deux coureurs d'Androni, enfin le coureur d'Androni, Cataneo plutôt, et Sosa n'arrivent pas à suivre. À 29 km de l'arrivée, il est repris par le groupe de les favoris et on retrouve à l'avant Caruso, Nibali, Roglic, Lopez, Landa, Carapaz, Maika, Dombrowski et Ciccone. À 3 km du sommet, c'est-à-dire 1 km plus tard, à 28 km de l'arrivée, attaque de Carapaz dans le groupe de tête. Personne n'arrive à suivre derrière lui. C'est quand même Carapaz un peu la grosse surprise dans ce Giro 2019, car à l'époque, Carapaz, en termes de palmarès, c'est pas incroyable. Et puis, techniquement, on s'attend plus à Landa, on s'attend même à Amador, plus qu'à un Carapaz, presque comme leader de rechange du côté de la Movistar en cas d'échec de Landa. Il prend très vite de l'avance et il devient dangereux pour le général, pour Roglic qui désormais est en tête virtuellement vu qu'Jan Polanc a lâché dans les différentes montées. Le problème c'est que Roglic n'a que 1 minute 47 d'avance et avec les 10 secondes de bonification à l'arrivée, eh bien cette avance n'est en réalité que de 1 minute 37. Et oui, le fait de s'être un peu engueulé avec Nibali la veille, et de ne pas avoir eu beaucoup d'entente dans le final la veille, ça a eu des conséquences pour son avance au général qui était énorme avant l'étape 13 grâce aux différents contre-la-montre de la première semaine. À 5 km de l'arrivée, Carapaz possède 1 minute 13 d'avance sur le groupe Roglic. Entre les poursuivants, l'entente n'est pas bonne, et oui, les sorties dans la presse entre Roglic et Nibali font que l'entente entre les deux leaders, les deux favoris, ne sont vraiment pas bonnes. Et puis, à ce moment-là, Roglic, je pense, c'est déjà que ses jambes ne sont pas bonnes, mais Nibali ne l'a pas encore compris. Alors, il fait rouler Caruso, mais il demande énormément de relais à Roglic, sauf que Roglic, je pense, est déjà fatigué. À ce moment-là, on le comprendra un peu plus tard. De plus, Landa, coéquipier de Carapaz, fait tout pour gêner les relais.
Tout le monde se regarde et l'écart passe la barre des 1 minute 50 sous la flamme rouge pour Carapaz. Derrière, à 3 km de l'arrivée, Yates réattaque. Il veut reprendre du temps. Carapaz de la Movistar remporte l'étape. Yates finit deuxième à 1 minute 32. Nibali termine troisième à 1 minute 52. L'Équatorien prend les commandes de la course. Et Roglic, qui n'a pas très bien manœuvré, comme Nibali, il faut le dire, n'a que ses yeux pour pleurer, car personne n'arrivera à revenir sur le coureur de la Movistar. Mais on reviendra là-dessus lors d'une prochaine vidéo, peut-être du côté de Vérone lors de la dernière étape. On passe à la météo. Du côté de la météo, eh bien, il y aura un grand soleil, 32 degrés en pleine, donc une canicule, hein, ça va être un four. Surtout que parfois, voilà, il y a peu de vent en vallée, il n'y a pas toujours énormément de vent. Et puis 22 degrés en montagne sur les sommets du Véronnier, c'est-à-dire à 1400 mètres d'altitude, donc il va faire très très chaud même dans les montées. Ça va être compliqué avec peu de vent et des conditions vraiment caniculaires. Du côté de la stratégie, eh bien moi je vois quand même principalement une grosse échappée sortir, 20-25 coureurs, et puis victoire à l'avant. Je ne vois pas une bagarre entre leaders, mais c'est un scénario qu'on peut quand même envisager, mais moi je ne pense pas que ça se passera, vu que la dernière montée à Cogné n'est pas très difficile. Alors il y a les secondes de bonification, mais je ne pense pas que ça suffise à attiser la convoitise des différents leaders. Du côté de mes pronostics, j'ai décidé de mettre Fortunato, qui a perdu du temps, mais en montagne, ça se passe plutôt pas trop mal pour Fortunato. La montée peut lui convenir. Buitrago, un peu performant le cours de la baraille. Après, il faudra voir si on lui laisse les clés du camion, parce qu'il y a quand même Bilbao à protéger, mais Buitrago reste un bon coureur et puis capable dans un petit groupe de faire la différence. J'ai mis Alexandre De Marchi, le coureur d'Israël n'est pas dangereux. Il faut toujours se méfier de De Marchi dans une échappée, car c'est un coureur qui est très dangereux et qui a déjà remporté de multiples courses dans sa carrière, de nombreuses échappées dans sa carrière. Et puis en grosse cote, j'ai mis Hugh Carty. Pourquoi je mets en grosse cote Hugh Carty? Parce qu'il est qu'à 4,20 en général. C'est pas encore très loin. Donc est-ce que s'il tente de partir en échappée, on lui donnera des libertés? Peut-être. Hugh Carty, bon, il n'a pas montré grand-chose quand même sur les 2 premières semaines de course. Mais en échappée, ça reste quand même un coureur de talent. Malgré tout, 4 minutes 20, c'est pas énorme comme écart. Donc s'il est dans l'échappée, peut-être qu'on ne la laissera pas aller au bout. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc débrief de cette étape ce soir 21h. Présentation de l'étape numéro 16 mardi 7h30. Et puis d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Méric Production. Ciao ciao.